Je vous présente aujourd'hui notre 450e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors aux Pays-Bas, le leader nationaliste Geert Wilders ne s'est pas présenté à son procès qui lui avait été intenté après qu'il ait affirmé qu'il fallait moins de Marocains dans le pays. Alors son parti, le PVV, reste en tête des sondages quant aux législatives du 15 mars à venir. Le matraquage intellectuel n'aurait-il plus l'effet escompté? Je crois en effet que Wilders exprime ce que pense une grande partie des Hollandais. Et c'est ce qui fait son succès électoral. Serais-je tenté de faire une comparaison avec la France, où on disait Le Pen dit tout bas, tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et les gens finissent par le dire eux aussi. Bien alors selon le pape François, les gouvernements doivent être très ouverts à recevoir les migrants. Et il n'est pas humain de fermer les portes et les cœurs, car à la longue, ça se paie politiquement. Où veut-il en venir, Président? Écoutez, je crois que le pape a peut-être tendance à trop parler. Au temps où les papes s'exprimaient par encyclique, ce qu'ils disaient avait beaucoup plus d'importance et il couvrait moins de risques d'être de quelque sorte de se tromper. Si, comme le pape Bergoglio, François, lui, veut s'exprimer sur tous les sujets, qu'il est à l'écoute des journalistes, tôt ou tard, évidemment, un jour ou l'autre, il trébuche et il dit des choses qu'il est obligé de contredire. Le lendemain, c'est le cas d'ailleurs de sa position relativement aux migrants. Il a fait un peu de rétropédalage depuis. Moi, j'avais vivement conseillé qu'il invita beaucoup de migrants à aller dans les appartements du Vatican, où il doit y avoir une certaine place. Alors 142 500 crimes commis en Allemagne par les migrants depuis janvier 2016, soit 780 crimes par jour. Le chaos irréversible, comment sera-t-il selon vous chez nos voisins allemands? Plus qu'un café le marron finit par péter. Il est évident que Madame Merkel, en attirant officiellement 1 million de migrants en Allemagne, a pu d'ailleurs faire son marché, choisir ce qui lui convenait, compte tenu du fait que par Schengen, ceux qui ne sont pas repris par l'Allemagne, eh bien, iront ailleurs, c'est-à-dire, comme chacun sait, probablement dans le pays où les avantages sociaux sont les plus importants, c'est-à-dire le nôtre. Bien, alors que le président du Parlement européen, Martin Schulz, lui reprochait de ne pas respecter la liberté de la presse dans son pays, le Premier ministre turc lui répondait hier « Mon frère, nous n'avons que faire de ta ligne rouge ». Est-ce une preuve du peu de considération que porte la Turquie à l'institution européenne? Oui, et peut-être aussi à M. Schulz, qui, me semble-t-il, d'après le comportement qu'il a à notre égard, n'a pas beaucoup de leçons de démocratie à donner à qui que ce soit. Alors l'Union européenne, toujours, justement, nous y venons, qui réclame 340 000 € à Marine Le Pen après une enquête sur l'emploi de 2 assistants parlementaires de la présidente du Front National. Et rebelote? Mais aussi 320 000 € à Jean-Marie Le Pen et 280 000, je crois, à M. Gollnisch. Autrement dit, le Front National avait 3 députés au Parlement européen dans la mandature précédente et le Parlement européen réclame en fait une amende de près d'1 million d'euros à ces 3 députés qui évidemment ont commis la faute d'être eurosceptiques. Mais M. Schulz, baptisé, vous savez, du surnom qui pue, parce que il paraît que le président émet des odeurs nauséabondes. Mais ça, c'est son problème. Mais il n'est pas obligé de nous imposer en plus les odeurs nauséabondes de sa pensée politique. Merci pour cette intervention. L'ambassadeur de France à Washington s'immisce désormais dans la campagne américaine. De quoi se mêle-t-il? De quoi je me mêle en effet? Il paraît qu'il donne son point de vue sur la campagne américaine. Là aussi, la France, dont on sait que des millions d'électeurs sont représentés au Parlement par 2 députés, n'a pas de leçon de démocratie à donner à qui que ce soit, et même surtout par la bouche officielle d'un de ses ambassadeurs. Alors le général Michel Aoun vient d'être élu président du Liban à l'âge de 83 ans. Vous aviez salué cette semaine son élection lors d'un tweet. Oui, je dois dire qu'on pourrait l'appeler le persévérant. Oui. Parce qu'il y a 50 ans que le général Aoun
aspire à devenir président de la République du Liban. Il a réussi à y arriver, je l'en félicite. Je l'avais rencontré lors de son exil chez lui à Marseille, enfin dans la villa qu'il occupait, et je dois dire que j'ai vu son arrivée avec sympathie, et je le sais, avec l'accord du Hezbollah, mais dans un pays qui est multiconfessionnel, il est bien évident que le gouvernement ne peut découler que d'un accord entre des religions différentes ou des groupes différents. Voilà. Ben, c'est le cas, je félicite donc le général Aoun de son succès. Alors l'armée irakienne a découvert hier des missiles américains intacts dans une base militaire reprise à Daesh au sud-ouest de Mossoul. Il semblerait que les masques tombent avec le temps, non? Ben, je pense que les Américains, et pas seulement eux, sans doute, jouent un jeu ambigu au Moyen-Orient, et il est certain que ça laisse quelquefois quelques traces. Il est possible que ces missiles aient été confiés à Al-Nusra pour combattre, bien sûr, Assad, en même temps qu'on combat Daesh. Tout ça est une complication mexicaine, si j'ose dire. Et en l'occurrence, il est tout à fait probable que ces missiles américains avaient pour objectif de combattre l'armée syrienne. Oui. Et que c'est le hasard qui fait qu'elle soit tombée peut-être entre les mains de Daesh et plus tard entre les mains de l'armée syrienne. Voilà, oui c'est vrai, les masques finissent un jour ou l'autre par tomber. Alors, le PIB français a progressé de 0,2% au troisième trimestre. Michel Sapin reconnaît que la barre prévue des 1,5% sera difficile à atteindre, mais que néanmoins cela ne modifie en rien les objectifs fondamentaux que s'est fixé l'État. Quid de cette analyse? Bla 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 bla. D'accord. Trêve de commentaires supplémentaires. Alors le mobilier urbain a été détruit, voitures, véhicules de pompiers caillassés, incendiés. La nuit festive de Halloween a embrassé quelques grandes villes de l'ouest de la France, dans un silence médiatique absolu. Cet État a-t-il encore une quelconque légitimité, autorité? Écoutez, c'est vrai que le pouvoir médiatique est celui qui a la tâche d'informer le public. Et selon l'attitude qu'il prend à l'égard des événements, le public est ou n'est pas informé. En l'occurrence, dans un certain nombre de cas, on se rend bien compte qu'il y a une véritable censure de ce qui peut nuire au gouvernement et plus généralement à la gauche, et au contraire une insistance sur les sujets qui pourraient en effet profiter à la droite. Bien, alors que pensez-vous, Président, des manifestations de policiers qui perdurent toujours, indépendamment des syndicats de police? Oui, j'avais dit qu'Améante Consulès que le gouvernement s'inquiète parce que quand les forces de police s'engagent dans une contestation durable et réitérée, il y a du souci à se faire. Et il y a du souci à se faire aussi pour les syndicats de police qui avaient peut-être pris l'habitude de la négociation avec le gouvernement, de telle sorte que les intérêts des policiers étaient peut-être négligés. Oui. Alors, encore une fois, quand les instruments ne correspondent plus à une efficacité, eh bien, ils sont remplacés. Et je pense que ce mouvement qui a commencé par les syndicats de police s'étendra sans doute à l'ensemble des syndicats français. Bien, je vous remercie. Alors, Président, avez-vous des lectures cette semaine? Ah, et quelle lecture, ma chère! C'est une lecture de famille, pour ainsi dire, parce que je vais vous parler aujourd'hui d'un livre de Sophie Akelchedid, qui se trouve être la sœur de Marie. En effet, c'est Sophie est mariée au Liban à un Libanais depuis de nombreuses années, oui. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le Dernier Opéra, où elle témoigne d'ailleurs, où l'auteur témoigne d'une culture musicale et en général très importante, poétique aussi. C'est une histoire, je dois dire, qui m'a un peu étonné parce que l'amour qu'elle décrit de cette jeune violoniste pour son chef d'orchestre Dounaïev, n'est-ce pas? Oui. Admirable, splendide, superbe,
et une espèce de confusion entre l'amour, je dirais, ordinaire et l'amour que suscite ce grand artiste. Bref, c'est brûlant et passionnant et tragique, parce que ça se termine en quelque sorte mal, si j'ose dire. C'est un amour malheureux, brûlant et malheureux, mais le dernier opéra qui est édité chez Édilivre. Édilivre, pardon, j'ai la vue basse. Je vous le conseille, c'est très passionnant et pas trop long. Pour une fois. Alors je vous remercie infiniment, cher président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.